14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il n'était pas démonstratif sur sa vie passée. Il n'a pas été très loquace sur sa vie antérieure. D'abord, pour moi, c'était quelqu'un de sympathique, donc c'est compliqué. Ça fait froid dans le dos un peu quand même. Bonjour, son portrait robot, ce visage qu'on disait grêlé, hanté depuis 35 ans les policiers de la brigade criminelle. Il continuait à être épinglé au 36 quai des Orfèvres comme un vestige familier, histoire de ne pas oublier d'autres visages, ceux de ses victimes. Le 29 septembre 2021, ce portrait robot a été remplacé par une photo, celle d'un homme portant des lunettes et une barbe bien taillée, celle de François Vérove, 59 ans. C'était lui, le grêlé. Il s'est donné la mort alors que l'étau de l'enquête se refermait sur lui. Au moins 5 crimes à son actif, des viols et 3 meurtres épouvantables où affleure le sadisme. Un ancien gendarme et ex-policier, longtemps insoupçonnable et insoupçonné, qui vivait avec ses terrifiants secrets. Comment François Vérove, citoyen modèle, a-t-il pu aussi longtemps glisser entre les mailles de l'enquête? A-t-il fait d'autres victimes et quels autres crimes va-t-on peut-être découvrir? Autant de questions que nous allons explorer avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, le grêlé. Septembre 2021, cet insaisissable violeur et meurtrier est enfin identifié. Sa traque avait commencé il y a 35 ans à Paris, après des viols et en meurtres, des victimes au profil ressemblant, de toutes jeunes filles. En ce mois de septembre 1986, Bernard Pasqualini, chef de groupe à la brigade criminelle, est en pleine interrogation. Depuis 4 mois, au 36 quai des Orfèvres, ces 6 inspecteurs tournent et retournent les pages du dossier Cécile Bloch. Aucun d'eux n'a oublié la scène de crime découverte au 3e sous-sol du numéro 116 de la rue Petit, dans le 19e arrondissement de Paris. Le corps de la petite fille de 11 ans roulé dans un bout de moquette sale, une main levée vers le ciel comme dans un dernier geste de défense. Des marques de griffures et des bleus sur le visage, son sweatshirt maculé de sang, le bas du corps dénudé, un cartable qui est au sol, des cahiers dispersés. Ce lundi 5 mai 1986, Cécile venait de sortir de l'appartement familial au 3e étage quand elle a été agressée. Elle a été violée et étranglée avec une cordelette qui a fini par l'étouffer. Le maniaque n'a pas laissé d'empreinte digitale, il portait sans doute des gants de cuir. Les enquêteurs sont toutefois optimistes. Ils ont recueilli de précieux témoignages qui leur font croire que le meurtrier pourrait être rapidement identifié. Ainsi, le demi-frère de la victime, Luc Richard Bloch, un étudiant de 24 ans, explique qu'il a quitté l'appartement familial vers 8h20. Il a laissé derrière lui Cécile qui s'apprêtait, elle aussi, à sortir pour rejoindre le collège Georges Rouault. Luc se souvient d'avoir croisé un homme dans le monte-charge. L'ascenseur avait été volontairement bloqué par des allumettes. Un homme de 30 ans, qui lui a dit bonjour, cheveux châtains, une mèche sur le front, blouson de cuir, jean usé, basket Adidas et un visage à la vilaine peau portant des marques d'acné ou de variole. Le 14 mai, un portrait robot de cet homme à la peau marquée, celui du grêlé, est affiché dans tous les commissariats. À cause de cette allure négligée, la crime pense tout de suite à un SDF. Plusieurs sont interpellés, notamment 2 qui dorment dans les caves de l'immeuble. L'inspecteur en chef Bernard Pasqualini s'interroge sur ce meurtre de bon matin. Un homme qui ce lundi-là ne travaillait pas, avait eu le temps de repérer sa victime, un rôdeur qui n'en serait pas à son coup d'essai. La crime recense donc les fichiers de viol et homicides récents. Travail fastidieux et ingrat à l'époque. L'informatique est inexistante, mais travail qui paye. Lundi 7 avril 1986, Sarah, 8 ans, a été agressée en prenant l'ascenseur alors qu'elle partait à l'école. Poussée dans un couloir, attachée avec des cordelettes, bâillonnée, violée, à moitié étranglée. Une trace de sperme est prélevée sur 3 Kleenex. L'homme est décrit par Sarah comme n'ayant pas les joues lisses. C'est le même homme, le grêlé, estiment les policiers de la crime.
Lundi 27 octobre 1987, 13h, 17 mois après le meurtre de Cécile Bloch, Marianne, 14 ans, rentre du lycée. Dans l'ascenseur de son immeuble, rue Boulit, 14e arrondissement, un jeune homme lui montre une carte tricolore. Il se dit policier. C'est un contrôle d'identité. Marianne est entraînée chez elle. L'appartement est vide à cette heure-ci. Le faux policier sort une arme tirée d'un holster en cuir marron comme il en existe en dotation dans les forces de l'ordre. Il porte un blouson kaki comme les militaire, racontera Marianne après avoir été ligotée et violée sur le lit de sa mère. L'inconnu laisse ici aussi des traces de sperme sur la couette, puis quitte les lieux en plaisantant. « Je vais appeler l'ami de ta mère pour qu'il vienne te délivrer », dit-il. Les policiers sont persuadés que celui qu'ils appellent le grêlé est repassé à l'acte. Groupe sanguin A positif, le même que celui détecté lors du meurtre de Cécile Bloch et le viol de Sarah. Ils ne peuvent pas aller plus loin. À l'époque, la science ADN est encore une science-fiction. Pendant 8 ans, le grêlé ne va plus faire parler de lui. Il est probable qu'il ait quitté la région parisienne ou qu'il soit tout simplement mort. Il va ressurgir jusqu'à ce qu'il soit enfin cerné grâce à l'ADN. Pour ces 3 premiers crimes, Cécile Bloch, Sarah et Marianne, le grêlé avait frappé un lundi. Cette fois, c'est un mercredi, le 29 juin 1994, qu'il réapparaît. Vers 14h, un homme conduisant une voiture blanche, un modèle Volvo 340, s'arrête à hauteur de Ingrid, 11 ans, sur un chemin qui longe une voie ferrée près de Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Il se présente comme policier, avertit la petite fille qu'il va l'emmener au commissariat. Ingrid, obéissante, monte à bord. L'homme roule une 60aine de kilomètres jusqu'à la ferme de Villeras, dans l'Essonne, une bâtisse en ruine, fréquentée par des zonards. Ingrid est violée. À 17h, quand l'individu s'absente, elle prend la fuite. Au policier, elle décrit un homme aux grosses mains qui a longuement observé en silence une photo avec 2 fillettes blondes qui étaient peut-être ses enfants. Un automobiliste suspect est rapidement arrêté, mais Ingrid ne le reconnaît pas. En revanche, elle identifie formellement son violeur dans un classeur qu'on lui présente. Elle désigne un portrait robot, celui du grêlé. La juge d'instruction, Brigitte Brun, décide d'utiliser l'ADN, technique qui commence à s'imposer dans les enquêtes. Le généticien Olivier Pascal du laboratoire de Nantes est ainsi le premier à identifier l'empreinte génétique du grêlé, séquence XY, numéro 16 17 16 17 793, un matricule que certains enquêteurs vont connaître par cœur. L'ADN est formel. Les crimes perpétrés contre Cécile, Sarah, Marianne et Ingrid sont bien l'œuvre du mystérieux grêlé. Tout comme un massacre non résolu 7 ans auparavant dans un appartement du Marais à Paris. À l'époque, les policiers avaient découvert une scène digne de l'enfer de Dante. 2 corps suppliciés, un homme entièrement nu, Gilles Politi, mécanicien de la compagnie Air France, le corps ligoté par des cravates, des ceintures, des foulards trouvés sur place, étranglé par un lien serré autour de la gorge. Et dans une chambre, la babysitter de la famille, Irmgard Müller, 20 ans, égorgée. Elle aussi a été ligotée puis suspendue au montant d'un lit superposé. L'ADN du grêlé est présent. La gardienne a vu un homme en jean entrer dans l'immeuble au moment du crime. Il était de toute évidence l'amant en colère de la jeune Allemande. Il l'a insulté dans l'interphone avant de monter. Dans un carnet de la babysitter, la crime trouve 30 noms d'hommes. 29 sont vérifiés. Le 30e va rester une énigme. Un certain Élie Loringe, un nom qui n'existe pas et qui a donné une drôle d'adresse dans le 13e arrondissement. Un immeuble en ruine, une ancienne annexe administrative de la préfecture de police. Décidément, gendarmerie, police, le tueur porte-t-il un uniforme ? 35 ans vont ainsi s'écouler sans que les juges d'instruction successifs, il y en aura 9 au total, ne puissent retrouver la trace du grêlé. Le dossier Cécile Bloch est frappé en 1994 par un non-lieu, pas d'éléments suffisants pour retrouver l'auteur du crime, mais les policiers de la brigade criminelle font tout pour que la procédure continue. Au mois de mars 2005, avec un nouveau juge, le 36 quai des Orfèvres lance un vaste coup de filet destiné à interpeller 135 suspects,
250 personnes au total avaient été dans un premier temps ciblées. Les prélèvements ADN s'avèrent infructueux. En 2014, une nouvelle juge, Nathalie Turquet, reprend l'affaire. Elle va multiplier les vérifications et revenir à une piste qui se dessine depuis longtemps, celle d'un homme qui a servi dans les forces de l'ordre, plus précisément gendarmerie ou armée. 35 ans après la mort de la petite Cécile Bloch, la justice va abattre son ventoux. Une vaste campagne ADN visant une population qui pourrait abriter le grêlé. Les anciens gendarmes qui étaient en poste à Paris au moment des crimes. Depuis de longs mois, la juge Nathalie Turquet, vice-présidente en charge de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris, 9e magistrat instructeur dans le dossier du grêlé, étudie la possibilité de lancer une grande campagne de tests ADN au sein d'une catégorie professionnelle parfaitement ciblée, les anciens gendarmes. Elle s'appuie pour cela sur les avis de la brigade criminelle qui évoque depuis belle lurette la possible présence d'un ancien militaire derrière les crimes. 750 gendarmes qui ont servi dans la capitale à la période à laquelle sévissait le grêlé sont ainsi recensés. La gendarmerie nationale a ouvert ses archives. Les convocations commencent à s'égrener. Le vendredi 24 septembre, une policière de Montpellier appelle ainsi François Vérove, 59 ans, pour le prévenir d'une convocation le mercredi suivant, 29 septembre. Un simple test ADN, ça ne prendra que 5 minutes, précise-t-elle. Vérove a été gendarme à Paris dans les années au milieu des années 80. Il a quitté la fonction en 1988. Date intéressante, c'est à cette période que le grêlé a disparu une première fois de la circulation. Vérove a alors rejoint la police pour devenir motard dans les Hauts-de-Seine, puis à Montpellier. Le 29 septembre, il ne vient pas au rendez-vous. Son épouse indique qu'il est parti le lundi au Gros du Roi, où il loue souvent une maisonnette Airbnb. On le retrouve mort, absorption massive de médicaments. L'ancien gendarme a laissé une lettre. Il reconnaît des crimes, sans citer lesquels, mais en donnant des dates. Il fait part de sa volonté d'en finir afin d'éviter que sa famille soit éclaboussée par le scandale à venir. Il indique qu'il a tué car il avait des pulsions qui seraient liées à ses années d'enfance. Des pulsions passées qu'il a surmontées car il s'est pris en main. Il aurait mis un terme à son entreprise criminelle à partir de l'année 1997, après avoir rencontré sa femme et avoir eu des enfants, normalisation qui l'aurait apaisé. François Vérove affirme que dès lors, il n'a plus jamais tué. Reste à savoir s'il faut le croire. L'ADN de François Vérove a matché aux yeux de la justice. Il est bien le grêlé, cet homme qu'elle poursuit depuis 35 ans. Enquête qui n'est pas pour autant terminée. La personnalité de l'intéressé pourrait réserver d'autres surprises. Le suicide de François Vérove est loin de mettre un coup d'arrêt à l'enquête. Avant de rendre ses conclusions, la juge Turquet va se pencher désormais sur la trajectoire de l'ancien gendarme, remonter de sa naissance à Gravelines dans le Nord jusqu'à sa mort dans le Midi. Ses papiers, carnets, notes et ordinateurs saisis dans la maison de la Grande Motte vont ainsi être passés au crible. Son épouse, déjà entendue par les enquêteurs, sera reconvoquée. Celle-ci avait bien senti à une époque un trouble profond et ancien chez son mari. Ses deux enfants, François Vérove avait notamment une fille entrée dans la police, ainsi que des relations de son entourage vont également témoigner. L'enquête sur la trajectoire de François Vérove, alias le grêlé, pourrait ainsi prendre de longs mois, voire davantage. Les crimes non résolus et les dossiers de viol de ces 20 dernières années commis dans la région de Montpellier, la région où vivait le tranquille pré-retraité François Vérove, vont être systématiquement réétudiés. Dans sa lettre d'adieu et d'explication, François Vérove affirme qu'il n'a rien fait depuis 1997. Une affirmation qui laisse le champ libre à bien des spéculations. Ainsi, est-il derrière le meurtre de Karine Leroy, 19 ans, qui se rendait à son lycée à Meaux, en Seine-et-Marne? Elle avait été retrouvée le 12 juillet 1994, morte par suffocation et étranglement selon une méthode déjà éprouvée par le grêlé. Les avocats Didier Seban et Corinne Herman avaient demandé et obtenu la réouverture de ce dossier. Meaux est un secteur où aurait pu sévir le grêlé. Malheureusement, les scellés du dossier Karine Leroy, mal conservés, trop dégradés, n'ont pas permis à ce jour de livrer des résultats probants. Après 1994, Vérove est-il resté le grêlé
ou tout au contraire, informé des avancées spectaculaires de l'ADN à la fin des années 90, avait-il choisi de cesser à ce moment-là toute activité criminelle? Question centrale que vont devoir trancher les enquêteurs. Oui. L'enquête sur le grêlé est en partie résolue, mais celle sur l'ancien gendarme François Vérove ne fait que commencer. Nouveau secret, nouveau mystère pour la brigade criminelle, l'acte 2 d'un travail entrepris il y a 35 ans. Une brigade criminelle qui est donc très loin d'en avoir fini avec le grêlé et ses victimes. Un homme dont le nom revient en filigrane derrière un autre meurtre inexpliqué, celui le 4 décembre 91 à Paris de Sophie Narme, 23 ans, jeune agent immobilière, étranglée avec une ceinture. Son corps avait été retrouvé roué de coups et à moitié dévêtu. Du sperme avait été prélevé sur la scène de crime, mais l'échantillon, égaré par l'Institut médico-légal, n'a jamais pu livrer ses secrets. Un crime qui pourrait porter la signature du grêlé. Le jeudi 30 septembre 2021, jour de l'identification du grêlé, Bernard Pasqualini, policier qui avait dirigé le tout premier groupe d'enquête sur le grêlé, Pasqualini, a poussé un soupir de soulagement. Comme plusieurs de ses collègues, il n'avait jamais accepté de ne pas retrouver l'assassin de Cécile et le violeur d'autres victimes. Depuis ces 35 dernières années, il conservait sur son bureau le portrait robot du grêlé. L'imaginant vieilli et s'interrogeant sur son sort, il avait également avec lui la photo de la petite Cécile Bloch. Après le crime, les Bloch, dévastés par ce malheur, avaient quitté Paris. Après avoir lutté de nombreuses années pour exiger des expertises ADN et davantage de moyens, Jean-Pierre Bloch, le père, était mort de chagrin, victime collatérale de François Vérove, alias le grêlé. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.